Alors Christophe Pina, bonjour. Vous êtes karatéka français, champion de France, d'Europe et du monde de karaté. Vous avez commencé les arts martiaux à l'âge de 5 ans par le taekwondo. Vous avez marqué toute une génération d'ailleurs en endossant le rôle de coach dans l'émission de télé-réalité TF1 La Star Academy. Et vous vous préparez aujourd'hui pour les championnats du monde de karaté. Vous gérez également plusieurs clubs. Et nous allons commencer par vous demander, par votre parcours de grand sportif de haut niveau et votre rôle de chef de club, pour vous, qu'est-ce qu'un bon chef en général ? Je pense que déjà, un bon chef, c'est celui qui sait exploiter pleinement le potentiel de chacun, mais en même temps dans un épanouissement commun. C'est-à-dire que, vous le savez certainement mieux que moi, une entreprise, du moment où elle est créée, c'est comme un enfant, elle existe. Et donc, il faut exploiter pleinement à la fois le potentiel de l'individu, mais dans un intérêt commun à la fois de l'individu et à la fois de l'entreprise. Est-ce que certaines qualités pour faire ça vous semblent-elles particulièrement nécessaires aujourd'hui en plus ? Vous faites bien de préciser aujourd'hui, parce que justement, c'est une époque un peu spéciale, mais je pense que la qualité principale aujourd'hui, je pense à un seul mot, ça serait le courage. Et vous pensez qu'il y a eu un changement entre aujourd'hui et avant ? Vous pensez qu'il y a un décalage ? Alors, je fais pas allusion au Covid. Je dis simplement que plein de valeurs ces dernières années ont été perdues, en tout cas à mon sens, et que le courage est une des valeurs justement qui manque à beaucoup de personnes. Au vu de votre carrière sportive où il faut toujours se dépasser, pensez-vous que l'on est leader ou qu'on le devient ? Alors, je vais d'abord vous faire une réponse plus générale. On n'est pas ce que l'on est, on est ce que l'on devient perpétuellement, c'est-à-dire seconde après seconde, et vous-même, après l'interview, vous serez obligatoirement différent avant l'interview. Donc, inévitablement, l'être humain, il est en mouvement constant. Donc, on est uniquement ce que l'on devient. Et de ce fait, je pense qu'un leader, finalement, il le devient. Avec certainement des aptitudes au départ, clairement, mais l'évolution fait que l'on est ce que l'on est par rapport à notre passé, par rapport à nos rencontres, à nos trajectoires de vie, à nos peines, à nos souffrances, mais à nos joies, à nos victoires aussi. Et donc, l'être humain, il n'est pas coulé dans le bronze, il est constitué d'émotions et de sentiments qui regroupent justement ces émotions et qu'il est en perpétuelle évolution. Donc, je dirais qu'on peut être leader un jour, et on le voit malheureusement aujourd'hui avec des leaders qui se retrouvent peut-être dans la rue parce que une situation peut-être familiale grave qui a fait perdre pied à l'individu. Donc, on voit bien que l'être humain, aussi solide qu'il paraît être, il est constitué d'émotions et de ce fait de sentiments et donc de fragilité. On sait que dans certains domaines, particulièrement le sport, le chef peut souvent être vu comme le meilleur de sa catégorie. Mais est-ce que pour vous, vous avez une figure dans le sport référente en tant que chef et en général aussi, et un qui vous a inspiré ou marqué particulièrement ? Celui qui m'a marqué, je vais vous répondre spontanément, et pour le coup, c'est pas dans le sport, mais c'est Steve Jobs. Déjà, j'ai adoré son chemin de vie, la constitution d'Apple, la création avec ses potes dans un garage. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable. Après, si vous regardez, Steve Jobs a toujours été en conflit avec Bill Gates parce que Bill Gates, il sait programmer, il sait faire des programmes, et ainsi de suite, tandis que Steve Jobs, pas du tout. Par contre, Steve Jobs, il avait une qualité, c'est qu'il crée le besoin avant de savoir que vous-même avez besoin de quelque chose. Et donc, c'était un visionnaire exceptionnel. Alors, Bill Gates s'est souvent moqué de Steve. On va les appeler par les prénoms, c'est plus facile. Bill l'attaquait souvent en disant qu'il était incapable de programmer quoi que ce soit, que c'était pas un informaticien de génie, ainsi de suite. Par contre, quelque chose de très marquant chez Steve, c'est qu'à un moment donné, je sais plus comment ça s'est passé l'histoire, mais on lui a dit, mais est-ce que vous faites des études de marché pour savoir ce dont on a besoin, pour savoir ce que vous devez créer? Il a dit, mais non, justement, parce que justement, je crée le besoin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de savoir ce que les gens avaient besoin, parce que ce que les gens avaient besoin, c'était déjà du passé. Lui, ce qu'il a créé, c'était l'avenir. Et c'était exceptionnel. Après, j'ai aimé son parcours parce que, comme vous le savez peut-être, il a été lui-même viré de sa propre société. Plus tard, il a recréé, je crois, Pixel ou d'autres sociétés, en tout cas, qui ont été des réussites monumentales. Et il est revenu à Apple. Et en fait, aujourd'hui, même si Apple continue d'évoluer, bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que quand il voulait le verre qu'il y avait sur l'iPhone, un verre spécial, quoi, je veux dire, il n'était pas obligé de faire tout ça. Il était dans l'excellence. Et moi, je trouve ça exceptionnel qu'un gars, il puisse se battre dans l'excellence, alors que le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt dans les choses rapides à jeter, quoi. Et lui, il s'est battu pour l'excellence. Voilà. Donc, je trouve ça
exceptionnel, remarquable et inspirant. Vous nous avez parlé de l'échec. Quand on est sportif comme vous de haut niveau, on doit faire face parfois à des échecs pour après se relancer. Est-ce que vous pensez que pour être un bon dirigeant, faire face à l'échec, c'est indispensable? Et qu'est-ce que ça peut apporter de ne pas toujours réussir et d'avoir ces obstacles? Alors, c'est pas ce que ça peut apporter. C'est que déjà, moi, je crois que ceux qui n'ont pas d'échec, moi, en tout cas, je les fuis. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas d'échec, c'est qu'ils n'ont jamais rien tenté dans leur vie. Parce que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Donc, ça, clairement. Après, il y a des cultures comme en Inde, par exemple. En Inde, lorsque vous envoyez un CV, vous marquez vos échecs sur les CV. Parce que les échecs ont autant de valeur que la réussite. Et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les grands chefs d'entreprise en Inde vérifient les échecs des gens avant de les employer. Donc, c'est une culture complètement différente. Moi, j'adhère parce que moi-même, lorsque je dis je suis, admettons, 5 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe, ce qui est important, c'est combien de fois je suis tombé, combien de fois je me suis relevé. Et c'est ce qui fait la différence entre justement un champion et déjà un grand champion, ou voire même un sportif lambda qui, soi-disant, il n'a pas pu réussir parce que, comme vous le savez, vous l'avez entendu vous aussi, mais j'aurais pu devenir un grand footballeur, mais je me suis fait les croisés. Moi, vous savez, des gens qui se sont fait les croisés par mois, j'en croise à peu près 200 qui auraient pu tous être en équipe de France de karaté ou de foot, mais ils se sont fait les croisés. Comme si nous, on s'était jamais fait ni les croisés, ni les divorces, ni les... Non, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un qui est dans la culture de la réussite et l'autre dans la culture de l'excuse. Voilà la différence. Comment tirer le meilleur de ses élèves, notamment d'un point de vue sportif? Pensez-vous que la discipline est au cœur de cet enjeu? Je pense qu'il y a une valeur qui ne s'achète pas et juste qui s'impose. En fait, c'est la confiance. Et je crois qu'à un moment donné, la seule valeur qui va faire qu'un élève va réussir à lui-même devenir un champion ou réussir dans la voie qu'il s'est donnée, c'est une confiance absolue. C'est-à-dire que nous, dans le sport, ce qu'il faut comprendre, en tout cas moi, je fonctionne comme ça, imaginons que mon coach qui est derrière moi sur la chaise, j'ai à peine ne serait-ce que 5% de doute sur lui, eh ben, il faut changer de coach. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez au combat, il faut être à 100% il n'y a pas le moindre doute. Au moindre doute, il faut changer la personne. Si par exemple, vous avez un médecin ou un soigneur ou quoi, vous avez un doute en disant, il faut tout de suite changer. Parce que l'athlète, vous le déstabilisez dès qu'il y a un doute. Et du moment où il y a un doute, c'est une fenêtre sur plein de questions. Et à partir de là, du moment où il y a le doute, il peut y avoir une réussite une fois sur un malentendu, un coup de chance. Mais par contre, la réussite, la re-réussite et la grande réussite, c'est toujours la petite frontière qui fait la différence entre un champion, le gars qui a été une fois champion du monde et c'est génial pour lui, et celui qui l'a été plusieurs fois. Ça, par contre, plusieurs fois, ça peut pas faire partie de la chance. Et donc, pour revenir sur la discipline, dans la gestion d'un groupe, pensez-vous que la discipline soit au cœur de la gestion d'un groupe? La discipline, elle se fait un peu par le respect. C'est-à-dire qu'il y a un lien très proche entre la discipline que vous vous imposez à vous-même, celle que vous imposez au groupe, et le respect qu'il en résulte. C'est-à-dire que si vous êtes droit dans vos bottes et que vous demandez la discipline à vos élèves, tout cela va faire qu'on va être sur une espèce de socle de respect. Et à partir de là, effectivement, vous parlez de la discipline. La discipline devient le sous-jacent du respect, en fait. Pour vous, quel est le rôle premier d'un chef? Clairement, c'est justement par rapport, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Steve Jobs, c'est être visionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le chef d'entreprise, c'est le seul qui doit avoir la main sur le gouvernail, quoi. Alors après, bien évidemment, on peut s'entourer de conseillers contradictoires, justement, et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir des discussions contradictoires. Mais par contre, celui qui, à un moment donné, voit la vision au loin de son entreprise, c'est le chef d'entreprise. C'est lui qui doit avoir la vision, par contre. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes également dans le milieu sportif. Est-ce que vous pensez que la pratique du sport, peut-être plus spécifiquement des arts martiaux pour vous, peut être bénéfique pour de bons dirigeants? On voit l'exemple de, par exemple, Vladimir Poutine qui fait du judo, ou encore de Édouard Philippe qui a fait de la boxe. Est-ce que vous pensez que le sport pour un dirigeant, ça peut apporter quelque chose? C'est pas vraiment la pratique par elle-même, c'est les valeurs que l'on met dans la pratique. C'est-à-dire que vous parlez de boxe, mettons, on va juste rebondir sur la boxe. La boxe, vous pouvez la faire comme ça, comme vous jouez à la baballe. Et après, on peut vous parler de valeurs, de dépassement de soi et ainsi de suite, de sensibiliser l'individu. Et après, la pratique, elle est différente. C'est-à-dire celui qui s'amuse dans un sac et qui fait 3 photos pour montrer qu'il fait de la boxe, c'est une chose. Je ne parle pas du tout de Poutine parce que lui, par contre, il a réellement fait du judo. Mais par contre, quand vous faites un programme et que vous souffrez, que vous allez au contact de la douleur, là, de ce contact-là, en sort une valeur. C'est-à-dire qu'en fait, si demain je vous emmène
à des endroits que vous n'avez pas envie d'aller physiquement, inévitablement, il y a un lien permanent entre le corps et l'esprit. La valeur va être, captée par le cerveau. C'est-à-dire que, en fait, c'est vase communicant. Si votre corps vous l'emmenez à la souffrance, inévitablement, le cerveau va s'endurcir. C'est de pair. Donc, les valeurs, on l'a dans la forme de la pratique. Non pas dans la pratique, mais dans la forme de la pratique. D'accord, donc ces valeurs, les valeurs du sport peuvent se retrouver pour aider un dirigeant à avoir les bonnes qualités en soi. Oui, complètement. Alors, pour le coup, c'est pas que je prêche pour les arts martiaux, mais je vous donne juste une parenthèse. Si, admettons, on fait de la boxe, voilà, on va prendre un sport qui pourrait être au demeurant violent. Si l'explication que donne l'entraîneur à celui qui s'entraîne et qui serait éventuellement un chef d'entreprise, il lui dit oui, voilà, le but est de faire mal à ton adversaire, il n'y a pas réellement de valeur, d'accord? Si par contre, vous lui expliquez plein d'autres choses, vous pouvez en sortir des valeurs. Alors là, maintenant, je vais rebondir sur les arts martiaux. Je prends un exemple. Dans le karaté, avant de se retrouver face à face avec un adversaire, c'est-à-dire pour le combat, chose qui n'est pas tout à fait le cas pour la boxe, mais c'est un peu différent. D'abord, on va affûter son corps et son esprit. C'est-à-dire qu'en karaté, on appelle ça des kyons, c'est-à-dire qu'on répète des heures et des heures des mouvements dans le vide, parce que l'idée, c'est de trouver le geste le plus pur. Et pour que le geste soit pur, il faut un esprit qui soit pur. Parce que si l'esprit vient perturber le geste, ou l'inverse, le geste qui ne serait pas pur, on n'arrive pas à une pureté du geste. Donc, le travail, mettons, dans les arts martiaux, c'est qu'on fait, vous voyez souvent des gens qui font des mouvements seuls, c'est simplement parce que le corps et l'esprit travaillent pour un geste pur, et donc un mouvement pur, mais pur de par sa perception physique, mais mentale aussi. Donc là, pour le coup, le corps deviendrait comme une pierre qui serait une pierre brute et qu'on viendrait polir. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a des vraies valeurs, notamment pour l'enfant, pour le chef d'entreprise, qui peuvent être bien évidemment extraites des arts martiaux à l'entreprise. Oui, bien sûr. Et au-delà de toutes les valeurs, après, bien évidemment, de dépassement de soi, tout ce que l'on retrouve dans le sport en général, dépassement de soi, goût de l'effort, loyauté, esprit de décision, parce qu'en karaté, vous savez, c'est un sport où on est sur la touche très rapide. Donc, il faut prendre les bonnes décisions parce que vous pouvez perdre un championnat du monde. Si vous attaquez et qu'il vous contre, c'est lui qui est champion du monde. Et si vous n'attaquez pas et qu'il vous attaque et qu'il marque le premier, il est champion du monde aussi. Donc, à un moment donné, il faut prendre la bonne décision au bon moment. Donc, voilà, toutes ces valeurs-là, on les retrouve dans beaucoup de sports. Bon, moi, je connais un peu plus les arts martiaux, donc je me permets de parler des arts martiaux. Voilà. Donc vous pensez que tout comme dans le sport, pour être un bon chef, ça demande une préparation, ça demande un entretien. Ouais, complètement. Je pense que la mécanique intellectuelle en chef d'entreprise est la même que la mécanique physique et intellectuelle pour un sportif. Ouais, les décisions sont les mêmes. Beaucoup disent aujourd'hui que l'on ne trouve plus ou pas de bons chefs. Vous êtes d'accord avec ce constat et d'après vous, pourquoi? Non, faux. Non, faux. Je suis pas du tout d'accord. Non. Il y a de très bons chefs. Voilà, c'est une époque qui est compliquée, mais je pense qu'il y a, et heureusement, encore toujours de très bons chefs. Nous apprenons dans le cours de leadership que le chef a charge d'âme. Pensez-vous effectivement que le chef a un devoir spirituel au-delà d'un simple point de vue pratique? Alors, je ne sais pas s'il doit avoir un devoir spirituel. Nous, dans les arts martiaux, en fait, un chef, dans les arts martiaux, on l'appelle sensei. Le sensei, c'est la personne qui est devant par rapport à son statut, par rapport à sa connaissance, à la fois mettons dans les arts martiaux pratiques, mais philosophiques. Donc oui, effectivement, nous, dans les arts martiaux, il y a cette notion de chef, mais en même temps, de chef avec une notion philosophique et donc d'âme derrière. Et nous-mêmes, dans les ceintures, à un moment donné, quand on passe des ceintures, après, on a des danes. Et en l'occurrence, quand on est 5e, 6e dan, on est ce qu'on appelle expert. Donc, il n'y a pas de connotation philosophique dans l'absolu. Dernièrement, j'ai eu ma 7e dan et dans la 7e dan, on devient ce qu'on appelle maître. Donc, et pour le coup, il y a une vraie notion normalement philosophique. C'est vrai que dans les arts martiaux, c'est empreint de cette idée de chef avec une valeur spirituelle. Après, dans l'entreprise, c'est difficile et plus l'entreprise est grande, plus le message est difficile. Mais si on en revient quand même à Apple, avec une figure emblématique comme Steve Jobs, je pense que les employés avaient intégré un peu sa philosophie de vie à Steve Jobs, en fait, quelque part. Pour finir, que donneriez-vous comme conseil aux élèves de l'ICEP qui ont pour but de devenir de futurs dirigeants français, que ce soit dans le milieu associatif, politique ou encore entrepreneurial comme vous? Écoutez, on va partir de là, justement. Écoutez, justement. Apprenez beaucoup de choses, mais ne devenez pas lisse.
Voilà. Ne devenez pas lisse avec les formations que vous avez. Gardez justement ce que vous avez aujourd'hui. Cette jeunesse, cette spontanéité, vous l'avez encore bien souvent à la sortie de vos études. Vous avez bien plus de connaissances, mais tellement bien moins de relief, quoi. Vous êtes lisse. C'est pas méchant ce que je dis, mais surtout ceux qui s'orientent plutôt vers la politique, ils sont justement ce que je déteste. C'est-à-dire que l'être humain vit et son socle. L'être humain repose sur 3 socles. Les émotions, les muscles et la respiration. Les 3 sont liés. Je vous donne juste une petite explication, ça va prendre 3 secondes, mais vous allez comprendre. Si vous vous énervez avec quelqu'un dans la rue, si vous observez, mettons 2 personnes qui sont en train de s'énerver parce que quelqu'un aurait fait une queue de poisson à un autre, prenez un exemple. Là, vous voyez que musculairement, les personnes s'entendent parce qu'ils sont en train de se disputer. Si vous les observez encore un peu plus, vous vous apercevez que leur respiration, elle n'est pas lente et profonde, mais elle est plutôt courte et allaitante. Donc, et émotionnellement, le curseur est très haut. Donc voilà, une personne qui vous a fait une queue de poisson que vous ne connaissiez pas 5 minutes avant, elle a touché le curseur des émotions, elle vous a énervé, inévitablement les muscles se sont contractés et la respiration est devenue plus courte et allaitante. Et pour autant, vous ne la connaissez pas 2 minutes avant, cette personne. Et pour autant, elle n'a pas influé non pas seulement sur vos émotions, mais elle a influé aussi sur vos muscles et aussi sur votre respiration. Et je ne vais pas vous donner l'explication, mais en tout cas, le fait d'influer sur les 3, ça a des conséquences très négatives sur votre bien-être et votre santé. Peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer cette corrélation. Ce qui est valable dans un sens est valable inévitablement dans l'autre. C'est-à-dire que si on prend n'importe quel des 3 curseurs, prenons un exemple, si je vous demande de respirer profondément, vous allez avoir les muscles qui vont se détendre. Vous voyez bien, si vous faites du yoga ou du stretching, on va vous demander de respirer profondément. Les muscles vont se détendre et par des connexions neuropeptides, le néocortex va plutôt vous envoyer des informations de bien-être. Donc, vous voyez bien qu'on peut prendre n'importe lequel des 3, le bouger et les 2 autres vont suivre exactement dans le même sens que vous avez bougé un seul des curseurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'être humain repose sur ça et justement, c'est la plus belle chose de l'être humain. Et que les politiques ont su casser ça. Ils sont sans émotion, ils sont vides. Ils manquent de courage. Toutes les qualités que je vous ai dit tout à l'heure, ils ne les ont plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui me déplaît le plus. C'est-à-dire que finalement, l'homme politique aujourd'hui est le reflet de tout ce que je déteste. Donc, clairement, puisque vous êtes dans ce style d'études, apprenez, écoutez beaucoup. Mais surtout, ne devenez pas des moutons comme la société essaie de rendre les gens, c'est-à-dire de les lisser. Gardez ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire votre libre arbitre, votre jeunesse d'esprit, avec toujours ce regard critique que vous avez, mais que vous perdez avec le temps. Vous n'êtes pas des oies qu'on gave de connaissances. Voilà. Et que justement, aujourd'hui, tous les gens qui nous dirigent, en tout cas en ce qui me concerne, moi, me font vomir de par le décalage qu'il y a entre l'être humain, l'homo sapiens que l'on est, qui est un être humain vivant, porté sur des émotions, et des gens qui sont sans émotion, avides, menteurs toute la journée. C'est-à-dire que toutes les valeurs que je vous disais tout à l'heure, de courage, de loyauté, même d'esprit de décision, ils sont dépourvus d'esprit de décision. Ils sont inertes. La peur les fige. Et j'espère je vous ai aujourd'hui en face. J'espère que si la vie me porte suffisamment longtemps, je vous verrai peut-être dans 30 ans. Et j'espère que cette petite conversation vous fera juste une mise en garde. Pourquoi une mise en garde? Parce que la société, elle est forte, elle est puissante. Vous voyez bien, aujourd'hui, au départ, on est fait pour être en mouvement, pour courir. Je veux dire, quand on avait peur, on courait. Quand on voulait voyager, on courait. Quand on voulait manger, il fallait courir après le gibier. Vous voyez bien que la société a tout fait pour plus qu'on soit en mouvement. On prend des ascenseurs, des métros. Voilà. Ce n'est pas parce que la société prend une direction que la direction est bonne. C'est ça. Moi, aujourd'hui, clairement, tout ce que la société aujourd'hui, globalement, les décisions qu'elle prend, pratiquement sur sa globalité, je suis contre. Je suis contre et je garde le libre arbitre et j'élève ma famille dans un autre sens. Parce que ce n'est pas parce que la société aujourd'hui fait de la malbouffe qu'il faut mal bouffer. C'est pas parce que la société fait qu'aujourd'hui, dans l'absolu, on ne passe que son temps assis. Si on tombe dans cette société, dans les travers de cette société, et qu'on prend des Uber à tout va, des avions, des métros, je veux dire, on n'a plus besoin de se déplacer. La bouffe, elle vient carrément à la maison. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire que gardez juste cette vigilance parce que la société est très puissante. Et elle vous emmène dans quelque chose. Et ce quelque chose, il faut avoir suffisamment de courage, être suffisamment droit dans ses bottes
pour dire et reconnaître que c'est absolument néfaste à l'homo sapiens. Voilà. Et la preuve en est, c'est que l'homo sapiens, il a des millions d'années d'existence, d'accord? Alors, on va faire sur une échelle comme ça, et que si on regarde à peine les 100 dernières années, à peine les 100 dernières, en termes de déchets, de destruction, de tout ce qu'il y a de négatif, si on met sur une échelle comme ça 100 années, ça ferait même pas un petit cheveu. Et pourtant, ce petit cheveu-là, ce petit trait-là, il a nuit bien plus à toute la planète que des millions et des millions d'existences. Donc, on est à la fin de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on est en train de tuer la plus belle des choses, c'est-à-dire la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire ce que l'on est, on est en train de le tuer. Et que la société continue à s'engouffrer, et voilà, et que ces politiques continuent à nous faire croire et à nous imposer une société qui est totalement négative à l'homo sapiens que l'on est. Donc tout ça pour vous dire, écoutez bien vos profs, apprenez, tirez des leçons, gardez votre jeunesse d'esprit et votre esprit critique. Et je pense que si vous arrivez à le garder le plus longtemps possible et ne pas devenir des oies que l'on gave de connaissances, plutôt accepter d'avoir des lacunes, de ne pas tout connaître, mais de compenser par de l'amour, par l'honnêteté de se tromper, plutôt que de faire semblant de tout savoir, je pense que ça serait la plus belle des choses. Et si demain, un seul de nos politiques, de nos dirigeants aujourd'hui le comprendrait, ça serait bien, parce que tout leur discours rempli de mensonges, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, ça fait bien longtemps que je n'y crois plus, quoi. Je me permets de vous poser une autre question parce que du coup, tous vos discours m'amènent d'autres questions. Nous sommes dans une école de management et de sciences politiques, donc pour être de futurs dirigeants. Est-ce qu'il y aurait une matière pour vous qui serait indispensable pour faire des bons dirigeants? Une matière où l'on retrouve ces valeurs dont vous nous avez parlé? Déjà, la citoyenneté. Simplement ça. C'est-à-dire qu'apprendre l'histoire et non pas la dénigrer, comme l'a fait dernièrement Macron, l'accepter, valider des choses. On est dans un monde où, normalement, justement, vous parlez de chef, de passation, hein, il y a une espèce d'évolution et il y a un respect sur tout ça. Respecter l'hymne national, ainsi de suite, quoi. Je veux dire, je pense qu'il y a des valeurs et justement, pour qu'on soit tous différents et que l'on puisse accepter la différence, encore faut-il savoir de où l'on vient et ce que l'on fait. Voilà. Pour au moins connaître les différences et les accepter. Parce que tout le monde dit oui, c'est bien les différences, mais les différences, c'est d'abord, il faut bien les connaître pour pouvoir les comprendre, les appréhender, les accepter. Voilà. Donc, moi, je trouve que, je ne sais pas si on vous donne des cours de citoyenneté à l'intérieur, mais je pense que ça, c'est le minimum, quoi. Est-ce que tous en classe, vous connaissez l'hymne national? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît être essentiel. Bon, dans notre école, on réapprend l'histoire, la philosophie, la littérature. On essaye d'avoir un bon socle pour ne pas se perdre, comme vous l'avez dit. On a beaucoup de cours, beaucoup de matières bien poussées. Et on n'a pas seulement... nos cours sont assez poussés. Et donc voilà, on lit pas simplement un texte en disant « Ah bah c'est comme ça ». Non, on apprend le fond, on sait pourquoi, on comprend. On nous apprend à réfléchir, à avoir une réflexion. Donc c'est ça qui est bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview qui était très intéressante. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter sur le thème en général, qu'est-ce qu'un chef? Juste continuez, faites plein de sujets. La dernière fois j'ai été sur votre YouTube. Oui. Et ça m'a permis de des sujets intéressants. Je trouvais qu'il y avait un bel angle et surtout une neutralité dans les sujets. J'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Donc continuez et c'est très bien. Voilà. Et on fera au mieux. On fera au mieux pour pas vous décevoir. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Merci à vous.